Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening to all participants joining us from across the globe. My name is Sofia Hadziani, and it's my pleasure to welcome you today to our webinar with the title Empowering Educators, Advancing Literacy. This webinar has been organized by UNESCO Institute for Lifelong Learning in collaboration with the section of Youth Literacy and Skills Development at UNESCO HQ and the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education, ASPAE, which is one of the 17 associate members of the Global Alliance for Literacy. This webinar is organized within the framework of the Chers Global Alliance participants, for Literacy. bonjour et désolé pour ce petit retard à l'allumage du côté des interprètes dû à un problème technique. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à l'occasion de ce séminaire, quelle que soit l'heure là où vous vous trouvez à travers la planète. Je m'appelle Sofia Tchatsigiani et j'ai grand plaisir donc à ouvrir ce séminaire sur l'autonomisation des éducateurs et sur la promotion de l'alphabétisation, organisé par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, au siège de l'UNESCO, mais également par l'ASPBAE, donc l'Association pour l'Asie du Sud et le Pacifique, pour la formation de base et l'éducation des adultes, parmi donc les 17 membres de notre alliance du GAL, l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, dont c'est la troisième manifestation cette année. Nous avions commencé au mois d'avril. Donc, nous avons quelques éléments d'organisation sur l'interprétation simultanée que vous pourrez utiliser en choisissant le globe, éventuellement dans le menu plus, dans votre menu Zoom. Vous aurez également la possibilité d'échanger dans le chat, dans la fonction discuter de Zoom au fil de ce séminaire. N'hésitez pas à poser des questions dans la fonctionnalité questions et réponses. Nous ne manquerons pas d'y répondre à la fin des présentations. Sachez par ailleurs que ce webinaire sera enregistré. Alors, pourquoi le choix de notre thème d'aujourd'hui? Nous savons que les formateurs en alphabétisation, les alphabétiseurs, comme on dit souvent, ont un rôle essentiel pour apporter une éducation de qualité, pour permettre de rendre plus efficaces les efforts d'apprentissage et d'enseignement en alphabétisation, mais c'est un travail qui va bien au-delà des compétences en lecture ou en calcul, puisqu'il s'agit également d'un apprentissage tout au long de la vie qui apporte une autonomie plus grande aux personnes, aux communautés et qui permet de transformer progressivement la société. Malgré l'importance de leur rôle, les alphabétiseurs sont confrontés à des problèmes persistants. Ils sont parmi les moins bien payés des acteurs de l'éducation, ils sont insuffisamment formés, ils ont très peu d'accès à des ressources de développement professionnel. Souvent, leurs conditions de travail sont précaires, ils sont peu reconnus et peu soutenus par les institutions. Souvent, les politiques ne leur accordent pas une attention suffisante. Sans parler, bien entendu, des effets à la fois de la pandémie de Covid-19 et des transformations numériques rapides qui ont encore aggravé ces défis. À la lumière de ces différentes réalités, l'UNESCO, l'UIL ainsi que leurs partenaires ont apporté une priorité plus grande au renforcement des capacités au soutien technique au pays qui vise à doter les alphabétiseurs de plus de compétences et notamment en matière numérique avec davantage de systèmes de soutien et de professionnalisation. On aura différents exemples au fil de ce séminaire avec le curriculum Globale, qui est un curriculum de base pour la formation des alphabétiseurs à travers le monde, et nous en entendrons parler plus avant par la suite. Nous avons également donc l'initiative de l'UIL sur la formation aux compétences numériques des alphabétiseurs qui a été approuvée, mise en œuvre dans 5 pays, Égypte, Nigeria, Côte d'Ivoire, Bangladesh et c'est actuellement en cours au Maroc. Et à partir de là, plus récemment, l'UIL a continué à mettre au point donc différents outils tels que le cadre des compétences numériques pour les alphabétiseurs dans le domaine de l'éducation des adultes, mais également le cadre Delta, qui est donc le cadre pour l'autonomisation numérique pour l'apprentissage tout au long de la vie, l'enseignement et l'andragogie transformatrice. Vous trouverez davantage d'informations sur ces différents éléments au fil des présentations. Je vais donc, si vous me le permettez, lancer dès maintenant un petit questionnaire qui devrait s'afficher à l'écran. Vous devriez y voir donc des questions auxquelles vous pouvez répondre en anglais ou en français
en retenant la réponse qui vous convient le mieux. Vous pouvez faire défiler les questions pour trouver les réponses et vous avez 2 ou 3 minutes pour parcourir ces différentes options et sélectionner celle qui vous convient. We still have a couple of minutes. Bien, nous avons encore quelques instants. I see some participants saying that they can't see the Je poll, vois but que certains I participants see a nous lot of indiquent replies, so que le maybe it's questionnaire ne something on your s'affiche computer pas. settings Néanmoins, or il y your a bon connectivity nombre at de home. réponses qui nous parviennent. Alors, But I je think you can m'interroge quant à savoir si slowly ce serait close and dû see à the un answers that you réglage want. sur vos appareils propres qui serait à For those who could not changer. reply, you could just share your thoughts Pour ceux on qui the n'ont pas Q&A section. pu So let's go répondre, vous to pourrez the toujours, first bien question. sûr, If you could give literacy poser des educators questions one dans la superpower to fonction help que their et a, work, donc which questions et would you réponses. Alors, choose? si vous And aviez I un see that super most of the pouvoir people à retenir replied pour faire ce adapting travail to diverse d'alphabétisation, needs. lequel retiendriez-vous? That's very La important plupart des gens ont to be répondu s'adapter flexible à des and also besoins adapting to diversifiés. the C'est important, specificity pouvoir être souple, of savoir this s'adapter context. That's very aux obvious, I caractères see from your spécifiques de différents answers. contextes. C'est quelque chose Then que the l'on next voit question, what's the first clairement dans les word that comes to différentes mind when you réponses hear apportées. adult literacy educator? What kind Ensuite, of characteristics qu'est-ce would qui you vous give? vient à What kind of l'esprit pictures? comme What kind of caractéristique first thoughts principale quand come to vous your entendez mind? parler I see d'alphabétiseur? big La première idée qui differences. vous vient, Most of you quelle replied est-elle? change maker. Là, la And then I see plupart des 21% répondants as ont dit advocate, the same as an des advocate, and ferments fewer ou des people replied acteurs du as changement, knowledge d'autres ont transmitter. parlé de plaidoyer et Going to the d'autres third enfin question, what de is the transmission greatest des challenge connaissances. literacy educators face in your Quel est context? le plus grand défi I know that rencontré our par audience les comes from alphabétiseurs diverse dans backgrounds, votre so I contexte? guess that Je the sais replies que are also nous diverse. So avons des most of profils you très replied variés parmi les that participants à ce low pay webinaire. or La
La plupart d'entre vous ont évoqué une faible rémunération, de mauvaises conditions de travail. Premier des défis. Ensuite, manque de ressources. J'imagine qu'il s'agit de support, de matériel, d'infrastructures, etc., d'autres éléments qui pourraient être utiles dans votre rôle. Et puis, des perspectives limitées d'évolution de carrière. Alors, quatrième question, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus motivant pour participer à des efforts de renforcement des capacités? J'imagine que vous êtes pour la plupart d'entre vous concernés par ce type d'effort. La plupart d'entre vous, vous étiez 40%, ont répondu traiter ou relever les principaux défis, des précis défis, pardon, d'enseignement ou d'apprentissage. Et puis, vous avez donc la dernière question, si votre communauté pouvait faire une chose pour soutenir les éducateurs, que devrait-elle faire? La plupart, en tout cas, il y a deux questions qui sont à réalité avec 25%. Fournir davantage de ressources, faire un plaidoyer pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Et puis, en fait, la réponse qui arrive en premier est à 30%, pardon, offrir des formations et un soutien régulier. Et évidemment, il s'agit bien de cela. Il faut soutenir les acteurs de l'alphabétisation pour qu'ils puissent euh, faire un travail encore meilleur. Et nous avons donc prévu d'aborder la plupart des points que vous avez retenus dans ce questionnaire au fil de notre webinaire. Nous avons des pays qui sont ou non membres de l'Alliance mondiale, du GAL, le Mozambique, le Sénégal, le Brésil, le Bangladesh vont s'exprimer tour à tour et nous sommes impatients de profiter de vos éclairages à vous et de passer à la discussion. Mais je voudrais maintenant donner la parole à Maria Yasunaga, spécialiste de programme, qui va être notre animatrice pour la première session. C'est à vous, Marie. Merci beaucoup, Sophia, et bonjour à toutes et à tous. Marie Yasunaga, je travaille au siège de l'UNESCO au sein de l'équipe alphabétisation et j'ai grand plaisir à animer cette session sur l'autonomisation des formateurs pour promouvoir l'alphabétisation politique, pratique et recherche. Alors, comme le soulignait Sophia, nous avons quatre distingués invités qui vont s'exprimer aujourd'hui. Une équipe tout d'abord de DVV International, la Fondation pour le développement international allemande. Nous avons Johan Heilmann, directeur général Afrique australe, et M. José Mokwaba, directeur national de DVV International au Mozambique. Ensuite, pour le Sénégal, nous avons le privilège d'accueillir M. Aliou Fall, du directorat de l'alphabétisation et des langues nationales au ministère de l'Éducation du Sénégal. M. Fall a longtemps enseigné le français avant d'assumer ses responsabilités actuelles. Ensuite, pour le Bangladesh, nous avons M. Profula Barman, conseiller principal pour le programme d'éducation du BRAC. Il s'agit d'une ONG qui travaille pour fournir une éducation de base en Asie du Sud et en Afrique. Et enfin, nous avons M. Timothy Dennis Allen du Brésil, qui est professeur émérite d'éducation des adultes et coordinateur de la chaire de l'UNESCO d'éducation des jeunes et des adultes à l'Université fédérale de Paraíba, au Brésil. Nous avons donc le bénéfice de ces différentes contributions fondées sur une longue expérience et un haut degré de spécialisation. Ils vont nous parler de la façon dont on pourrait doter les acteurs de l'alphabétisation de plus de ressources et de moyens afin de faire ce travail d'alphabétisation et de la façon dont l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation, le GAL, donc, peut contribuer à cela. Vous le savez, le GAL a organisé toute une série de webinaires, comme le disait tout à l'heure Sophia. Il s'agit de procéder à un partage des savoirs et à nous concentrer successivement sur différentes thématiques. Alors, pour la structure de notre webinaire d'aujourd'hui,
Nous avons tout d'abord 10 minutes par orateur de temps de parole, 4 présentations successives et je vous encourage à vous tenir à ce temps prévu si vous le voulez bien. Après quoi, si le temps le permet, nous aurons un temps pour la discussion. Et en attendant, nous invitons les participants à profiter de la fonction Q et R, questions et réponses, donc pour poser des questions. Si vous en avez, les équipes de l'UNESCO et du GAL essaieront d'y répondre dans la mesure du possible. Je voudrais remercier par avance nos différents intervenants de garder également un œil sur les questions posées dans la fonction questions et réponses pour essayer d'apporter des réponses au fil du séminaire. Évidemment, ce n'est pas très facile de jongler entre sa propre présentation et un tel travail, mais je vous encourage à essayer de le faire. Nous allons tout d'abord entendre Monsieur Johan Heilmann ainsi que Monsieur José Mokoapa de DVV International, donc, qui vont nous parler du cadre à la pratique, enseignement tiré de la formation des alphabétiseurs ou alphabétiseuses au Mozambique. Et nous allons maintenant vous écouter, messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup, Marie, merci beaucoup, Sophia et chers collègues de l'UIL, de l'UNESCO. Nous sommes ravis de pouvoir participer à ce webinaire. Nous vous remercions de nous avoir conviés à nous exprimer. Nous intervenons depuis le Mozambique. Je suis avec donc José Mokoapa. Je suis moi-même directeur régional Afrique australe. Je suis basé à Milongwe au Malawi, mais nous sommes actuellement tous les deux à Maputo au Mozambique, où nous travaillons à la mise en œuvre de différents projets. Je vais procéder à un partage d'écran. J'espère que cela va bien se passer comme pendant notre répétition tout à l'heure. Ah, ça a l'air de marcher. J'espère que tout le monde voit bien notre PowerPoint. Nous allons parler de thèmes qui dépassent de loin ce cadre de curriculum de Global A et nous allons donc parler plus largement donc, de la prise en compte des besoins des alphabétiseurs. Je voudrais donc vous donner quelques éléments de contexte sur DVV International. Tout d'abord, il s'agit de l'Institut de coopération internationale de l'association allemande pour l'éducation des adultes. Nous travaillons dans plus de 30 pays actuellement avec plus de 200 partenaires. Notre principal objectif est de mettre en œuvre des structures durables pour la formation des jeunes et des adultes. Nous faisons énormément de travail de plaidoyer par ailleurs. Par différents moyens et nous faisons un travail de conseil auprès des autorités nationales, de la société civile, des organisations de base autour de projets d'échanges professionnels dans le cadre de conférences et de publications. Alors, nous travaillons avec un modèle à 3 niveaux dans tous les pays où nous intervenons. Au niveau macro, en collaboration avec les gouvernements, les ministères de l'éducation, la plupart du temps, avec lesquels nous préparons des cadres de l'éducation des adultes. L'objectif, c'est de jeter les bases de façon durable de l'éducation des adultes. Il s'agit de voir quels sont les cadres juridiques et nous faisons un travail de plaidoyer pour encourager le fait d'investir dans l'éducation des adultes et l'objectif c'est de soutenir l'éducation et l'apprentissage des adultes au niveau national. En termes de plaidoyer, on s'appuie également sur le niveau micro, c'est-à-dire les projets concrets où nous sommes au service de nos populations cibles, populations rurales, populations vulnérables, marginalisées. L'objectif, c'est de montrer ce que l'on peut faire avec peu de ressources et les bénéfices de ces activités. Et on se sert de ces exemples
pour faire du plaidoyer au niveau national, pour encourager la mise à l'échelle. Et puis, il y a le niveau intermédiaire où on soutient les organisations, les institutions, les établissements qui sont fournisseurs de l'éducation aux adultes. L'objectif, c'est de renforcer les compétences des institutions, des individus. Et nous cherchons également à développer les programmes scolaires, les supports pédagogiques et des supports innovants qui peuvent contribuer à une amélioration de l'éducation des adultes dans ces différents pays. Alors, sur cette carte, vous voyez là où nous intervenons, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient, l'Asie. La carte est un peu ancienne. Il nous manque la Côte d'Ivoire, le Sri Lanka et l'Algérie, mais ça vous donne une idée de notre maillage. Alors, concernant le curriculum global, alors il s'agit d'un programme que l'on utilise pour les éducateurs et éducatrices d'adultes et qui a été adopté par l'UL et qui a été développé en collaboration avec notre organisation allemande. Et l'objectif, c'est que ce programme scolaire soit disponible pour tous les éducateurs et éducatrices des adultes à travers le monde. C'est suffisamment universel. C'est évidemment un programme qui peut être adapté au contexte. Il a été traduit en plusieurs langues. Il s'appuie sur des compétences. On définit des compétences dans le programme. L'objectif, c'est la mise en œuvre. C'est très concret. On s'appuie sur une approche participative et l'objectif, c'est que cette approche soit durable. Il ne s'agit pas seulement de fournir des concepts, un apport théorique, mais vraiment d'apporter du concret, des exercices pratiques et des exemples qui peuvent être ensuite mis en application. Alors, il y a dans ce programme des éléments de base et des éléments variables. Alors, l'idée, c'est évidemment de savoir si c'est applicable réellement à travers le monde, si c'est totalement universel. Alors, pour l'instant, l'expérience est plutôt positive. Au cours des 10 dernières années, il y a les fondamentaux, les principes qui sont universels, qui s'appliquent partout dans le monde et qui sont évidemment adaptés au contexte national, mais et l'objectif, c'est donc de soutenir les processus d'apprentissage des adultes, promouvoir l'émancipation et l'autodétermination des apprenants adultes et reconnaître les apprenants adultes comme des individus responsables et qui doivent participer activement à leur propre processus d'apprentissage. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de tous les modules. Vous pouvez nous poser des questions dans le chat, mais l'objectif, c'était vraiment de vous présenter aujourd'hui un cas concret, en l'occurrence le Mozambique, où nous sommes présents depuis 15 ans maintenant. Et nous avons des bons exemples de ce qui a fonctionné en termes d'alphabétisation grâce à une approche intégrée. C'est José qui va vous en dire plus. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et je serai évidemment ravie de répondre à vos questions. Je passe la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Johan. Merci et bonjour à tous et à toutes. Je suis José Mukuapa, directeur national de DVV International au Mozambique. Alors, je voulais vous présenter les choses suivantes, l'importance de l'alphabétisation, les compétences clés pour les éducateurs, les alphabétiseurs, le cadre de formation et des exemples concrets. Alors, pour nous, il est important de renforcer les compétences des alphabétiseurs et améliorer leur formation. Donc, il s'agit ici de facilitateurs qui vont apporter l'alphabétisation au niveau de la communauté. Nos approches sont participatives et innovantes. Et donc, l'approche principale, c'est l'approche de l'éducation des adultes intégrée. Il s'agit de combiner les bonnes pratiques de l'éducation formelle et non formelle. Et il s'agit de combiner alphabétisation, numératie
et développement des compétences. Et donc, c'est-à-dire que les modules concernant l'alphabétisation et le calcul, eh bien, sont intégrés avec des formations sur l'agriculture, la santé, la transformation des produits alimentaires, etc. Alors, concernant notre cadre de formation, tout d'abord, nous allons sélectionner les éducateurs et éducatrices qui vont bénéficier du programme. Nous les formons. Et ensuite, il y a un système d'évaluation, de suivi de la formation sur le tas, sur le terrain, et la formation continue. On offre également des formations de recyclage et des formations sur le lieu de travail. Donc, il y a un échange avec les éducateurs et des éducateurs et éducatrices sur leurs compétences, leurs formations. Et donc, l'objectif, c'est que l'apprentissage tout au long de la vie, ce soit vrai non seulement pour leurs apprenants, mais également pour eux en tant qu'éducateurs et éducatrices. Alors, un exemple du module agriculture. Donc, l'idée, c'est d'inviter des personnes du ministère de l'Éducation, mais également des conseillers agricoles pour participer à ce type de formation. Alors, en termes d'alimentation et nutrition et la transformation des produits agricoles, l'objectif, c'est de combiner cela avec l'apprentissage de l'alphabétisation et du calcul. Et donc, l'idée, c'est que la lecture, l'écriture et le calcul soient appris en même temps que les compétences de transformation agricole. Et donc, il s'agit à la fois d'améliorer le régime alimentaire de la population. Il s'agit aussi de leur donner des compétences pour travailler dans l'agroalimentaire, et ce qui veut dire des revenus supplémentaires qui permet d'améliorer les conditions de vie de manière générale. Alors, les défis rencontrés, comme vous le savez, alors il y a plus de 40 langues locales au Mozambique, et donc la diversité culturelle et linguistique est le plus grand défi pour nous. C'est vrai dans le sud et dans le centre du Mozambique où nous sommes présents. Il s'agit également de nous assurer que l'on passe de la théorie à l'action. C'est vrai que beaucoup d'éducateurs ou éducatrices aujourd'hui sont plutôt sur un modèle de professeur traditionnel plutôt qu'un modèle de facilitateur. Il s'agit également d'apporter un soutien aux éducateurs et éducatrices pour adopter des méthodes inclusives innovantes. Il s'agit souvent de personnes qui ont été enseignants ou enseignantes dans le primaire, dans le secondaire, avec des approches plus traditionnelles. Et donc, il faut du temps pour les encourager à adopter de nouvelles méthodes. Donc, c'est ce que l'on cherche à faire, c'est cette transformation. Et puis, on s'assure d'un accès équitable aux ressources, à la formation, aux supports pédagogiques locaux. Donc, nous devons compter sur l'ensemble des parties prenantes du processus. Alors, défi, je vous ai parlé de la production de supports pédagogiques adaptés au contexte local, le fait qu'il y a une demande croissante de formation de base. Et donc, il s'agit d'offrir une éducation intégrée et complète. Il ne s'agit pas seulement de se focaliser sur l'alphabétisation, la lecture et l'écriture, mais il s'agit de nous assurer que ça va de pair avec le développement des compétences qui va être un bénéfice pour la communauté de manière générale. Et il y a le problème évidemment de l'augmentation des coûts, du renforcement des capacités et des opérations d'évaluation.
et trouver le bon équilibre entre alphabétisation et développement communautaire. C'est de voir comment on peut utiliser ces différents leviers simultanément: écriture, lecture, calcul et développement des compétences locales. Donc, l'idée, c'est pas seulement que les adultes sachent lire et écrire, et il faut qu'ils sachent quoi faire de ces compétences. Et donc, l'objectif, c'est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, eh bien, transforme leur vie. Et ça, c'est notre objectif. Et c'est euh, la mesure de la réussite de nos opérations. Ici, vous voyez un petit potager horticole, donc qui permet de faire de l'agriculture de subsistance. Et la deuxième image, il s'agit d'une salle de classe où on apprend à lire et à écrire. Et donc, cette photo est prise pendant les phases d'évaluation par donc des membres du ministère de l'Éducation. Alors, sur cette image, vous voyez un module sur l'économie, sur les économies dans le cadre de l'alphabétisation. Donc, l'idée, c'est que à la fin du cours de lecture et écriture, il y a une explication de comment faire des économies. Et puis là, vous voyez ce qui a été produit pendant la formation, euh, ce qui est ensuite vendu dans les écoles primaires à l'occasion de la journée de la nutrition. Et donc l'idée, c'est de économiser les recettes de ces ventes pour ensuite améliorer les conditions de vie des familles. Merci beaucoup. Nous n'avions que 10 minutes, mais j'espère que nous avons pu vous communiquer nos messages clés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette excellente présentation avec beaucoup de photos qui nous permettent de mieux comprendre comment vous mettez en œuvre ces activités sur le terrain. Et donc, quand on parle des éducateurs pour adultes, la question, c'est toujours comment trouver l'équilibre entre la diversité et la standardisation en raison donc des différents profils des apprenants adultes. Ça dépend également des conditions de travail, le contexte dans lequel cette alphabétisation se fait. Mais le Mozambique est un bon exemple. Vous avez mentionné l'importance de prendre en compte les dimensions linguistiques et culturelles, l'application des compétences au quotidien, garantir l'accès à la formation et aux ressources pédagogiques. Donc, merci d'avoir souligné tous ces points. Alors, j'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Monsieur Aliou Fall pour nous parler de l'expérience du Sénégal dans le renforcement des capacités. C'est à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Voilà, bonjour à tous. Bon, oui. Donc, je suis Aliou Fall, donc le directeur de l'alphabétisation et des langues nationales, qui est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Pour ce qui concerne effectivement l'alphabétisation, nous avons un programme que l'on appelle le PNEBJA. Donc, c'est le programme national donc pour l'éducation de base des jeunes et adultes. Et dans ce cadre, nous travaillons avec des facilitateurs, parce que ce qui est ici appelé les formateurs en éducation, donc les formateurs des éducateurs en alphabétisation, nous, ici au Sénégal, nous les appelons donc les facilitateurs. Et pour exécuter ce programme, le ministère, en tout cas, en fait une priorité, parce qu'il faudrait en tout cas qu'ils soient bien formés pour assurer vraiment le travail qui leur est devenu. Et cette formation ainsi, elle est donc articulée autour de deux piliers. Donc, nous avons d'abord une formation initiale, ensuite une formation continue. Donc, la formation initiale, elle est surtout gérée par ce qu'on appelle ici la DFC, donc la direction de la formation
de la communication et de la formation, donc en relation directe avec les services déconcentrés, tels que les inspections d'académie, les inspections, l'inspection de la formation et de l'éducation, et de même que le CRFPE, qui est donc le centre de formation donc, des personnels de l'éducation. Alors, et au niveau de des formations initiales, donc, nous travaillons à ce que, ou bien nous permettons à ces facilitateurs donc, d'acquérir des bases linguistiques et andragogiques nécessaires donc, à la conduite donc, des classes d'alphabétisation. Et pour ce qui est de la formation continue, donc, il tourne essentiellement autour de recyclage, donc des visites de classe euh, en relation toujours avec l'inspection, les instituts d'académie, les centres régionaux de formation, donc du personnel d'éducation, mais aussi euh, l'inspection de l'éducation et de la formation. Donc, ces visites de classe, donc, elles tournent, nous avons ces visites de classe, ces recyclages, mais aussi des cellules pédagogiques qui permettent d'identifier les besoins spécifiques des facilitateurs. Et ce qui fait que ces problèmes sont réglés donc au cas par cas. Euh, Chaque besoin de chaque facilitateur est pris en charge pour ensuite nous permettre de prendre donc ces besoins spécifiques. Donc, les activités de formation continue donc, sont centrées sur l'andragogie, donc la gestion de la classe, la maîtrise des outils pédagogiques et les techniques d'animation participative. Et, et d'ailleurs, c'est ce qui nous amène donc au niveau des collectivités territoriales, qui sont aussi des acteurs dans la mise en œuvre du programme, qui travaillent et en étroite collaboration donc avec les opérateurs donc, et toutes les parties prenantes pour un accompagnement régulier, donc pour effectivement assurer une formation de qualité. Euh, Dans effectivement la prise en charge de cette formation, euh, pour répondre aux besoins des facilitateurs. Donc, plusieurs facteurs essentiels donc, sont pris en compte. Ouais, donc, parmi ces facteurs, nous pouvons déjà citer en premier donc, les facteurs d'inclusion qui sont toujours pris en compte. Nous avons des cibles jeunes, adultes donc, ou femmes avec des besoins d'apprentissage spécifiques. Donc, nous avons des aveugles, des malvoyants, nous avons les détenus, nous avons des personnes qui vivent avec un handicap, donc, si vous voulez, moteur. Et c'est pourquoi, donc, des sessions de renforcement de capacités sont régulièrement tenues pour doter les facilitateurs de compétences qui leur permettent de garantir des apprentissages de qualité et de répondre aux besoins spécifiques de toutes les cibles. Mais aussi, nous avons ce que nous appelons l'autonomisation et l'insertion socio-économique. Et dans l'optique donc de développer une alphabétisation à visée professionnelle, sociale, civique ou économique, en lien avec le milieu de vie, les facilitateurs bénéficient. Et donc, quand je dis facilitateur, entendez par là donc les éducateurs en alphabétisation. Et chez nous, au Sénégal, c'est ainsi qu'on les appelle. En milieu de vie, les facilitateurs bénéficient donc de formations qui leur permet donc de pouvoir accompagner les cibles dans la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus pendant donc la période d'alphabétisation pour que les apprenants puissent se mouvoir donc dans leur environnement. Alors, nous pouvons aussi euh, parler des facteurs d'équité sociale, de respect de la diversité linguistique et de la promotion donc des langues nationales. Alors, les facilitateurs sont formés dans leur langue maternelle. Et cette langue maternelle, c'est celle-là qu'elles utilisent pour former les apprenants, donc comme médium d'enseignement donc dans les classes d'alphabétisation. Cette option permet l'acquisition des compétences par le biais des langues parlées par les cibles et participe à promouvoir et à valoriser les langues locales, quelle que soit leur envergure. Ensuite, viennent les facteurs socio-professionnels. Donc, à travers la mise en place d'un dispositif de formation initiale et continue,
d'un dispositif d'accompagnement au plan matériel et financier et d'un dispositif de certification en cours et de validation, le MEN. À travers le MEN, c'est le ministère de l'Éducation nationale, donc à travers la direction de l'application et des langues nationales, s'évertue donc à créer un environnement propice au développement socio-professionnel continu des facilitateurs. Alors, malgré tous ces facteurs essentiels qui sont pris en charge, et nous rencontrons souvent donc quelques problèmes, parmi lesquels donc quelques problématiques donc dans le cadre de la formation, donc parmi lesquelles donc on peut noter donc la précarité du statut professionnel des éducateurs en alphabétisation et l'absence de reconnaissance formelle de leurs compétences. Et ça, c'est un problème parce que les facilitateurs ne sont pas pris en compte dans le cadre du recrutement, dans le cadre donc, de la fonction publique. Ce qui fait que ces facilitateurs n'ont pas de plan de carrière, ce qui quelque peu aussi pourrait être un peu démotivant de leur part. Alors que euh, nous avons l'existence aussi euh, de cadres législatifs permettant leur intégration dans, je le viens de l'insuffisance donc du suivi pédagogique régulier et l'absence de mécanismes d'évaluation des performances donc des facilitateurs. Et donc, parmi ces, maintenant, pour pallier vraiment ces problèmes-là, donc, nous, il y a des pistes de solutions donc, qui sont proposées. Et donc, parmi lesquelles, donc, la mise en place d'un processus de validation des acquis de l'expérience en partenariat avec l'UNESCO afin de reconnaître officiellement les compétences et l'expérience des éducateurs en législation et de faciliter leur professionnalisation qui va impacter donc sur la qualité des enseignements. Alors, une réflexion aussi avancée donc, sur la création d'un statut spécifique pour les éducateurs en alphabétisation en vue d'une meilleure motivation, d'une stabilité et d'une attractivité accrue du métier. Et alors, et donc aussi à cela s'ajoute donc le renforcement de la coordination entre tous les acteurs, collectivités territoriales, ONG, services de l'État, opérateurs en alphabétisation pour un appui pédagogique plus régulier et mieux planifié. Alors, voici les pistes de solutions. Et pour le ministère de l'Éducation nationale, à travers donc la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, prône une alphabétisation inclusive, professionnalisante et ancrée dans les réalités culturelles et linguistiques sénégalaises. Il s'agit de transformer le métier de facilitateur en une profession attractive, stable et reconnue, essentielle au développement humain et économique du Sénégal. Merci de votre attention. Thank you very much, Mr. Fall. Eh bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Fall. Votre présentation a montré toute l'importance du rôle pilote des autorités nationales et la nécessité de pouvoir s'appuyer sur une perspective, celle de l'apprentissage tout au long de la vie, avec les différentes dimensions sociales et économiques en termes de participation à la vie civile également. Et je crois qu'il est très encourageant de vous entendre parler ainsi de systèmes permettant d'apporter un soutien au long cours en termes pédagogiques, en termes pratiques, en mettant l'accent notamment sur les langues nationales à ceux qui font un travail d'alphabétisation. Je voudrais noter au passage qu'il y a un programme d'alphabétisation pour les personnes non-voyantes au Sénégal qui s'est vu décerner le prix
international de l'alphabétisation cette année. Et je voulais vous en féliciter une nouvelle fois. Nous allons maintenant passer à notre orateur suivant. Il s'agit de Monsieur Profula Barman du Bangladesh. Je crois qu'il y a un petit décalage dans le temps, si j'entends bien. Et Monsieur Barman va donc, en tant que conseiller principal pour le programme d'éducation du BRAC, nous parler des efforts de cette organisation. Eh bien, merci beaucoup. Je vais essayer à mon tour d'afficher ma présentation. Bonjour à toutes et à tous depuis le Bangladesh, quelle que soit l'heure de la journée, là où vous vous trouvez. Je représente donc le BRAC, une ONG qui a été créée en 1972 et qui est active dans le cadre de nombreux programmes que nous mettons en œuvre non seulement au Bangladesh, mais dans 13 autres pays d'Asie. Beaucoup d'interventions qui visent donc de façon générale au développement social, à l'entrepreneuriat social et aux réponses humanitaires d'urgence. Nos programmes d'alphabétisation ont démarré en 1973 et je vais parler aujourd'hui des approches du BRAC au renforcement des capacités des alphabétiseurs. Et je vais fonder cette présentation sur les aspects concrets de notre soutien donc à la formation et au travail des alphabétiseurs. Le principal objectif visé étant celui du renforcement des capacités, de l'autonomisation des alphabétiseurs dans la société. Page suivante. Notre approche en termes de renforcement des capacités est fondée tout d'abord sur un travail de sélection interactif axé sur la dimension locale, celle des communautés. Nous souhaitons que chaque alphabétiseur, homme ou femme, donc, puisse travailler dans le contexte de la communauté avec des perspectives d'évolution de carrière, d'apprentissage auprès des pairs, de collaboration, de mentorat, de coaching. Nous avons des séances d'entraînement à l'enseignement. Nous avons un soutien à l'encadrement de la formation sur le terrain. Nous essayons de faire en sorte qu'il y ait des liens aussi resserrés que possible avec les acteurs de la communauté auprès desquels les alphabétiseurs ou alphabétiseuses donc doivent pouvoir trouver des idées pour rendre leur travail plus pertinent et sur la dimension pratique, donc de par des méthodes actives et fondées sur l'apprentissage par l'expérience. Trois modèles que je voudrais mettre en avant ici, même s'il y en a d'autres. Tout d'abord, l'éducation de base pour les enfants et les adolescents de 8 à 18 ans, ensuite l'alphabétisation des adultes de 15 à 35 ans, et enfin les clubs de développement pour adolescents, donc pour étoffer leurs compétences en lecture et les compétences utiles pour la vie quotidienne de 11 à 18 ans. Nous avons également des interventions qui sont axées sur les populations Rohingya. Tout d'abord, une approche communautaire, CBLF, un ensemble d'outils d'apprentissage accéléré, l'ALP, et enfin, pour les 13 à 17 ans, une formation fonctionnelle à la lecture et au calcul. Par le passé, il n'y avait le niveau de formation était relativement faible au Bangladesh. Désormais, nous sommes à 9 ans de scolarité obligatoire
ou par le passé c'était 9 ans, pardon. Désormais, il faut obtenir le diplôme de fin de secondaire. 99% de nos participants sont des participantes et nous avons donc un processus de recrutement qui met l'accent sur la proximité par rapport au centre. Il ne faut pas être à plus de 500 mètres du centre, avec une très bonne réception par les membres de la communauté. Nous avons donc parmi nos critères cette disponibilité à travailler auprès des personnes marginalisées, à mettre en œuvre des approches flexibles. Pour le renforcement des capacités, vous avez ici toute une liste de formations que nous proposons. Donc sur 15 jours, une formation de base, sur 8 jours, un enseignement lié à la pratique, sur 3 jours, un renforcement portant sur le travail avec les personnes en situation de handicap, sur 5 jours, les compétences fondamentales, les questions de genre, la protection, mais également donc d'autres formations. Nous avons par exemple des formations en ligne au TIC. Il y a des formations qui elles-mêmes se déroulent en ligne, donc des auto-formations. Nous avons une fois par semaine des opportunités de stage pratique avec une supervision axée sur le soutien et pour bon, des modules de révision réguliers à raison d'1 ou 2 jours par mois. Mais ce que je voulais particulièrement souligner, c'est un programme sur 2 mois qui se répartit sur 2 semaines de séances en face à face sur les bases pédagogiques et sur 6 semaines d'auto-apprentissage, d'apprentissage encadré avec le soutien des mentors et la réflexion auprès des pairs, autant d'éléments qui sont axés donc sur l'enseignement auprès de personnes de la population Rohingya. En termes de pédagogie ou d'andragogie, le rôle des facilitateurs est le principal, le premier des éléments parmi les modules que nous proposons. Donc, les alphabétiseurs doivent mettre l'accent sur différentes dimensions, l'implication active des apprenants, former des relations positives, leur donner la possibilité de formuler de nouvelles idées, de participer à la réflexion et d'échanger autour des expériences. La gestion en salle de classe, donc gestion du cours. Vous avez donc le suivi des présences, la protection des rencontres mensuelles parents-enseignants, des visites à domicile. Ensuite, le module qui porte sur les contenus qui sont théoriques à raison de 20%, pratiques à raison de 80%. Et là, on peut citer éducation et formation, formation des adultes, psychologie, dresser un plan de cours, méthode, matière, apprentissage tout au long de la vie, activités de co-construction. Les évaluations, c'est un 4e module. Et enfin, sur les méthodes elles-mêmes, apprentissage actif, avec par exemple des tables rondes, des travaux qui tournent autour de projets, des visites de terrain qui permettent d'apprendre directement auprès de ceux qui ont le plus besoin d'apprendre à lire et écrire. Et puis, l'invitation de personnes qui viennent participer aux formations, apprentissage auprès des pairs ou en groupe, et enfin des séances de débat, de théâtre, de musique, entre autres. Alors, je parlais de notre recrutement qui est donc axé sur la dimension locale et sur la proximité par rapport à la communauté concernée.
Nous avons énormément d'efforts dans le cadre du renforcement des capacités qui tournent autour de cette dimension locale et communautaire, donc une formation continue au développement de carrière avec des modules qui permettent donc de mettre à jour, de réviser ces connaissances, la reconnaissance d'un ambassadeur de l'éducation au sein de la communauté, une formation sur le terrain avec une supervision d'accompagnement et puis ces rencontres mensuelles entre les enseignants et les parents pour forger une relation qui repose sur des bases positives. Et nous avons donc dans nos différents modules des éléments qui viennent renforcer ces différents aspects. Il est important de vérifier que les membres des communautés visées soient bien satisfaites du travail des alphabétiseurs et que leurs contributions soient les bienvenues. Il est important que la dimension des échanges et des conseils soit présente. Nous avons 10 à 15 centres qui proposent une supervision d'accompagnement, comme nous l'appelons, avec des séances 1 ou 2 fois par semaine qui voient participer donc des personnes qui se spécialisent dans cet aspect des choses, observation, éventuellement participation à des cours pour pointer d'éventuels problèmes et chercher avec les intervenants des solutions aux problèmes identifiés. Cela renforce l'autonomie ainsi que les capacités des alphabétiseurs. Et dans les rencontres parents-enseignants, chaque mois, l'ensemble des parents se réunissent avec les enseignants dans les centres et c'est l'occasion d'échanger autour des problèmes rencontrés. Page suivante. Parmi les principaux résultats obtenus, on peut citer le fait que depuis 1985, nous avons pu former quelques 300 000 éducateurs, donc 4 225 issus de la communauté Rohingya. Et c'est un travail qui s'est fait grâce à de très nombreux centres. Plus de 9 millions de personnes ont participé à nos différentes activités. 9 millions de participants, souvent des personnes démunies, marginalisées, qui ont obtenu une qualification à raison de plus de 99%, avec donc 60 filles et 2% parmi les filles, donc 2% de personnes en situation de handicap, 1,64% de personnes issues de communautés ethniques, 60 000 membres de la communauté Rohingya. Et les recherches ont montré une autonomisation bien réelle liée à la prise d'indépendance économique, la prise de décision, à l'estime de soi, à la liberté de mouvement, la résilience et l'adaptabilité. Bon nombre de nos diplômés ont pu profiter de différentes interventions qui leur ont permis de trouver un travail dans différents secteurs, secteur privé comme le secteur d'État. Alors, les défis
et enseignement de cette expérience. Dans tout de toute notre expérience, ce que nous avons identifié, c'est qu'il y a un manque d'offres, d'opportunités de développement professionnel, un manque d'opportunités de carrière, même si nous essayons d'étendre ces opportunités. Il y a également la peur de la perte d'emploi lorsque ces centres ferment, mais dans le même temps, ils restent motivés parce que être éducateur ou éducatrice est respecté au sein de la communauté, ce qui permet donc de retenir ces éducateurs et éducatrices, et l'acceptation de leur rôle contribue à la réussite des actions de formation des adultes. Je vous remercie beaucoup. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Barman, pour votre présentation qui a montré l'importance d'insérer les formations des jeunes et adultes dans le contexte de la communauté, s'assurer que les éducateurs potentiellement viennent de la même communauté, que l'on ait des liens avec les parents, et l'importance d'encourager un environnement de travail positif et valorisant. Mais vous avez bien évidemment souligné certains des défis qui persistent, mais qui sont assez similaires en fait à d'autres programmes dans d'autres pays. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Monsieur Timothy Dennis Ireland, et qui est universitaire, praticien et également législateur. Et il va nous parler de la recherche appliquée dans le domaine de la professionnalisation des éducateurs et éducatrices pour adultes. C'est à vous. Merci. Merci, Marie et Sophia. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis actuellement au Brésil, nord-est du Brésil. Il est 10 heures du matin. Donc, comme l'a dit Marie, je vais peut-être dire quelques mots concernant la stratégie qui informe ma présentation. Alors, je suis à la fois universitaire et praticien. J'ai coordonné la formation des travailleurs du bâtiment pendant 20 ans. J'ai joué un rôle important dans la mise sur pied du programme d'alphabétisation au Brésil, et je suis coordinateur d'un programme de formation pour tous les éducateurs et tous les alphabétiseurs au Brésil. Alors ça, c'était le contexte. Je vais commencer avec une hypothèse. Mon hypothèse, c'est qu'il existe une corrélation forte entre le concept de la pratique de l'alphabétisation et sa mise en œuvre, et le niveau d'alphabétisation, le niveau de compétence des alphabétiseurs. Et donc la manière dont on considère ces personnes ont un impact sur l'alphabétisation. Et donc j'aimerais prendre l'exemple du Brésil, qui au cours des 60 dernières années a proposé 3 approches pour répondre aux défis de l'alphabétisation. Et au travers de ces 3 approches, on va pouvoir voir les différences. Alors, pour comprendre l'alphabétisation, il me semble essentiel de savoir ce dont on parle. Il s'agit, lorsque l'on veut mettre en place des politiques d'alphabétisation, d'avoir une idée claire, une définition claire de ce qu'est l'alphabétisation. Le droit à l'éducation ne peut être réduit aux compétences de base de l'alphabétisation. L'alphabétisation n'est qu'une première étape, et en tant que droit, eh bien, les gouvernements sont responsables
responsable en termes financiers, en termes législatifs et en termes de leadership, de s'assurer du droit effectif à l'apprentissage et à l'éducation, y compris chez les adultes. Alors, dans la recommandation sur l'apprentissage et l'éducation des adultes, adoptée en 2015 par l'UNESCO, une définition claire est donnée de l'alphabétisation. Il s'agit d'une composante clé de l'apprentissage et de l'éducation des adultes. Il s'agit d'un continuum d'apprentissage et de niveau de compétences qui permet aux citoyens de participer pleinement dans la communauté, dans le monde du travail et dans la société de manière générale et accéder à l'apprentissage tout au long de la vie. Cela inclut la capacité d'écrire, lire, identifier, comprendre, interpréter, créer, communiquer et calculer sur la base de supports imprimés et écrits, ainsi que la capacité à résoudre des problèmes dans un environnement qui est de plus en plus technologique et riche en informations. Et donc l'inclusion numérique est essentielle et doit être prise en compte quand on parle d'alphabétisation. Alors, une comparaison a été effectuée en 2006 sur l'alphabétisation des adultes sur la base d'une étude du GCE et de ActionAid International et qui souligne ce que doit être l'alphabétisation. Il s'agit d'un processus continu et non pas d'une action ponctuelle qui requiert un apprentissage et une mise en œuvre durable. Il n'y a pas de ligne claire entre l'analphabétisme et l'alphabétisation. On ne se réveille pas du jour au lendemain sachant lire ou écrire. Et l'alphabétisation n'est pas qu'un défi pédagogique ou un défi de l'éducation, c'est une dimension de l'inégalité et cela requiert donc une approche intersectorielle. Et donc, il faut en effet prendre en compte les vulnérabilités spécifiques des personnes pauvres, mal logées, etc. Donc, il faut prendre en compte tous ces défis et ne pas être naïf que de croire que la lecture et l'écriture vont résoudre les problèmes de ces personnes. Alors, quand on parle du Brésil, spécifiquement en 2025, le Brésil, ce sont 213 millions de personnes. C'est un pays gigantesque de 8,5 millions de kilomètres carrés. Beaucoup de personnes pensent que au Brésil, on parle portugais. Bon, déjà, c'est pas l'espagnol, mais il y a 295 langues au Brésil, 391 groupes autochtones ou ethniques. Et donc ça, c'est un enjeu en termes d'alphabétisation. Il s'agit d'alphabétiser en portugais, mais il faut prendre en compte ces langues nationales et permettre à ceux qui parlent d'autres langues, qui ne parlent pas portugais, d'avoir accès à leur droit à l'éducation dans leur langue. Et on est autour de 9 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. C'est environ 5% de la population totale du pays. Ce chiffre est en baisse, mais 9 millions, ça reste élevé. Et ce qui est peut-être plus inquiétant encore, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas fini l'éducation de base, c'est-à-dire les 9 années d'école primaire et les 3 années de collège, donc 68 millions de personnes. Donc, le droit à l'éducation pour tous les citoyens a été entériné dans la Constitution du pays en 1988 et ce qui a été suivi par des lignes directrices sur l'éducation en 1996 qui a établi l'éducation de la jeunesse et des adultes comme une des modalités de l'éducation de base au Brésil. Et donc, on parle de l'éducation de la seconde chance ou l'éducation compensatoire pour ceux qui ont plus de 15 ans. Et donc, dans la plupart des pays, l'éducation de la jeunesse et des adultes fait partie de l'éducation non formelle, mais au Brésil,
cette éducation est incluse dans l'éducation formelle. Alors, l'éducation des jeunes et des adultes a été adoptée comme politique nationale, mais en regard, il n'y avait pas de formation spécifique pour les éducateurs qui allaient enseigner à ces adultes. Donc, l'éducation de la jeunesse et des adultes est considérée comme faisant partie de l'éducation de base, mais il n'y avait pas de politique spécifique pour les professionnels de ce domaine pour qu'ils soient préparés à ce nouveau public. Et puis, il y avait une relation ambiguë entre l'alphabétisation et l'éducation des jeunes et des adultes. Est-ce que l'alphabétisation fait partie de l'éducation des jeunes et des adultes ou est-ce à part? Et en fait, l'histoire nous offre trois réponses, trois approches qui ont été adoptées pour répondre à cette question au Brésil pendant différentes périodes de temps. Et ces trois politiques permettent de voir comment on a pu définir l'alphabétisation, la professionnalisation des alphabétiseurs. Et donc, la première approche est assez similaire à ce que l'on voit dans d'autres pays. C'est une action un peu ponctuelle, court-termiste, et focalisée uniquement sur l'alphabétisation des formations de 6, 8 mois, voire 1 an, et avec le programme Mobral, et puis dans les années 90 avec un autre programme, AlphaSol. Et les éducateurs de l'alphabétisation étaient tous bénévoles et non pas professionnels, et ils recevaient une indemnisation et la formation qui leur était dispensée était insuffisante. Ils devaient bénéficier d'une formation initiale courte. L'objectif, c'était qu'ensuite, qu'ils aient une formation continue au cours de leur carrière, mais reste encore à prouver que ça a été le cas. Donc ça a été la première réponse à cet enjeu d'alphabétisation, ça a été la mise en place de projets court terme d'alphabétisation. Ensuite, il y a une réponse plus hybride. En 2003, le gouvernement brésilien a mis en place un programme d'alphabétisation du Brésil sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, mais il ne s'agissait pas d'un programme qui ciblait spécifiquement les jeunes et les adultes. Et les alphabétiseurs et alphabétiseuses étaient toujours bénévoles. Et ils étaient sélectionnés sur la base d'avoir terminé le secondaire, et ils recevaient une indemnisation financière. Et ils avaient accès à une formation initiale et continue, mais qui restait tout à fait déficiente par rapport à ce que l'on exige aujourd'hui en termes d'alphabétisation des adultes. Et troisième réponse à cet enjeu au Brésil, qui est actuel et donc qui est en cours, difficile à évaluer. Donc en 2024, le gouvernement brésilien a adopté le pacte national pour lutter contre l'analphabétisme et la qualification de l'éducation adulte. Et il s'agit dans le cadre de ce pacte national, de garantir une formation des personnes qui travaillent dans l'alphabétisation, qui éduquent les adultes. Et les enseignants qui travaillent dans le domaine de l'éducation des adultes aujourd'hui sont des enseignants qui sont qualifiés comme tels, et ce sont donc des personnes formées pour enseigner à des enfants et qui sont ensuite formées en formation continue, notamment au travers de réunions en présentiel et également en ligne, pour être formés à l'éducation des adultes, formation qui sera finalisée avec un certificat. Alors,
Au travers de ces trois approches, on voit donc comment l'alphabétisation peut être considérée comme une opération ponctuelle, puis l'alphabétisation comme étant séparée de l'éducation des adultes et des jeunes, mais tout est une troisième approche actuellement en cours. Donc ça montre à quel point l'alphabétisation est un sujet politique et qui peut être instrumentalisé. Deuxième enseignement de l'expérience brésilienne, il n'y a pas de solution rapide au problème de l'alphabétisation. L'alphabétisation est un processus continu, ça ne se fait pas en 6 mois. L'analyse des données que l'on a pu retirer des 2 premières approches pour résoudre la question de l'alphabétisme au Brésil a montré que un des problèmes, c'était l'absence de qualification, de formation des enseignants qui étaient purement bénévoles et indemnisés très faiblement. Les données montrent aussi que moins de 10% qui ont complété le programme d'alphabétisation du Brésil ont continué dans la voie de l'éducation des jeunes et des adultes. Ça veut dire que 90% des bénéficiaires ont fini cette première phase du programme d'alphabétisation, mais n'ont pas continué à se former. Et il y a donc un risque qu'ils retombent dans l'analphabétisme. Et donc venons-en maintenant au pacte actuel, l'approche du gouvernement du Brésil d'aujourd'hui pour relever le défi de l'alphabétisation des adultes et s'assurer que les personnes qui travaillent dans ce domaine ont les compétences nécessaires et ont les moyens de bien faire leur travail. Alors tout d'abord, il y a une meilleure compréhension du fait que l'alphabétisation est un processus continu qui requiert des enseignants qualifiés, bien payés, qui sont formés tout au long de leur carrière, qui sont des professionnels. Et le corollaire ici, c'est la reconnaissance du fait que l'alphabétisation n'est qu'une première étape de l'éducation continue. On apprend à lire et à écrire pendant le primaire. Et puis, donc c'est pendant tout le primaire que vous devenez quelqu'un d'alphabétisé et il faut prendre cela en compte lorsque l'on transpose cela aux jeunes et aux adultes. Cette approche illustre le fait qu'il faut comprendre que le contenu des formations en alphabétisation doivent répondre aux besoins des apprenants. Et les apprenants doivent voir leurs demandes satisfaites. Il ne faut pas frustrer leurs demandes, mais dans le même temps, il faut prendre en compte les demandes de la société. Quand on parle d'alphabétisation, malheureusement, le son de l'orateur a été coupé. Bien, apparemment, nous avons perdu la connexion. Je ne sais pas si vous nous entendez encore, Timothée. Manifestement, il y a un problème technique. Oui, effectivement. Vous m'entendez? Vous m'entendez, James? Oui. Oui, donc le problème, il vient pas de chez nous, puisque nous, on n'est pas connecté directement, on passe par Singapour.
Okay, so hope that he Très can bien, join donc us j'espère que to Timothée, de finish the son côté, presentation. pourra Thank you se so much, reconnecter Dee. pour terminer sa présentation. Je crois qu'il Perhaps, était while presque à waiting, la fin we have a de questions celle-ci. from Peut-être qu'en attendant, nous pourrions commencer à participants. So regarder maybe, les questions my colleague Antoine posées can par les introduce a participants. Je question, and vais then maybe demander we à could mon collègue start Antoine with the de nous présenter Q&A. une première question et Antoine? nous allons commencer à y répondre. Yes. Antoine? So there is one question Oui, in the effectivement. Donc, chat il y for a Mr. Fall. une question pour Monsieur Fall dans le chat. Où en Je vais essayer de la êtes-vous dans le retrouver. processus de VAE des animateurs facilitateurs? Disposez-vous des données visibles ou exploitables à ce sujet? Pourriez-vous par ailleurs préciser ce que vous entendez par statut spécifique? Monsieur Fall, si vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît. André, voilà, merci Antoine. Bonjour au passage. Quand on parle de statut spécifique, c'est uniquement offrir à ces facilitateurs un plan de carrière, cela veut dire les rendre professionnels pour que qu'ils puissent intégrer la fonction publique. Parce qu'au moment où nous parlons, les formations que nous leur offrons ne leur permettent pas d'avoir un parchemin qui puisse au moins leur offrir ce plan de carrière qui pourrait permettre à ces facilitateurs donc d'intégrer la fonction publique et d'avoir donc le minimum décent. Parce que ils vivent dans la précarité et que ce qu'ils reçoivent par mois est vraiment dérisoire. Donc, le statut spécifique-là, c'est avoir le parchemin et donc qui va permettre à ces gens-là donc d'intégrer la fonction publique. Ok, merci beaucoup. Il y en a une seconde pour vous de question, je vais vous la poser. Malgré les efforts énormes de sa nouvelle direction, la DANLN, pardon, ne gagnera-t-elle pas à capitaliser toute l'expérience et les résultats engrangés par les différents acteurs de la société civile? Ah oui, j'ai même répondu par écrit, mais Ah, ok. d'ailleurs, Merci. comme je dis, hein, oui, nous, nous capitalisons toutes les expériences. Nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts et nous travaillons avec la société civile et toutes les parties prenantes. Dans toutes les activités que nous menons, nous invitons la société civile, nous invitons toutes les parties prenantes, que ce soit les responsables, comme on dit, de la formation de l'éducation des bas des jeunes adultes, au niveau des concentrés, des IA et des IF, que la société civile est représentée et nous travaillons avec eux. Cela nous permet de capitaliser ces expériences et de pouvoir analyser les données et de donner certaines orientations, toujours dans le cadre de l'amélioration donc des services que nous sommes en train de proposer, du travail que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un travail qui ne se limite pas seulement à la direction. Donc, nous sommes à l'écoute de tout le monde et cela nous permet donc de répondre aux besoins spécifiques et aux besoins surtout de toutes les parties prenantes dans le cadre donc de la mise en place donc du PNFJA. Merci beaucoup. Maria, I give you back the floor. Marie, je Il y vous a rends une la troisième parole. question, j'étais en train de saisir, hein. C'est par rapport toujours à Momarsec, donc les opérateurs en alpha au Sénégal ne devraient-ils pas participer à la conception des programmes de formation des facilitateurs et donc à la pérennisation? Alors, actuellement, ce que nous faisons, c'est la direction même de l'Association des langues nationales euh, qui supervise tous ces travaux. Et nous avons au niveau de chaque IA et de chaque IF donc un responsable qui est chargé de l'éducation de base donc des jeunes et adultes. Et pour associer donc les opérateurs, moi je crois que c'est toujours quelque chose de bon parce que ça nous permet de partager les expériences. Et chacun de nous, dans une dynamique participative, on pourrait proposer un programme qui est peut-être un peu plus important, qui pourrait intéresser tout le monde. Et je crois que cela, ce n'est pas une bonne idée. On ne l'a pas encore expérimenté, mais on peut toujours les associer puisqu'ils interviennent à la base et sont plus au fait des réalités socio-culturelles ou économiques des cibles. Donc, nous ne l'avons pas encore expérimenté, mais il est bon. Donc, à travers cette question-là, déjà, il me met la puce à l'oreille et que je pourrais mettre en œuvre ou bien
essayer donc dès la prochaine fois. Merci, je crois que c'était les seules questions, hein, si je ne me trompe. S'il y en a d'autres, donc je suis toujours à vos dispositions. Thank you very much. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait aussi des questions qui s'adressaient à d'autres orateurs et puis une question plus générale. Alors, est-ce que d'autres orateurs souhaiteraient rebondir sur des questions posées? To speak. Otherwise, I just wonder if Mr. Timothy Ireland, if À you are défaut, back peut-être or not. que Timothy, vous pourriez nous Are you confirmer si vous êtes de retour or not? parmi nous ou pas? Est-ce que vous êtes là? Yeah, Oui, okay, je good. suis de retour. Would you like to conclude Ah, your c'est très bien. presentation or just Non, nous souhaitions vous permettre de terminer les derniers mots de votre présentation. Toutes mes excuses, nous sommes toujours tributaires de la technologie qui peut être une ressource ou un obstacle selon le cas. En fait, il ne me restait plus qu'un point à évoquer, le fait que, comme je le disais, donc l'alphabétisation fait partie plus largement de l'apprentissage des langues, des capacités de calcul, de l'inclusion numérique et des compétences liées à l'environnement. Car si nous devons relever les défis liés au changement climatique et autonomiser chacune pour pouvoir relever ces défis, cela passe également par des compétences numériques. Et là, il y a tout un complexe de facteurs différents qui sont liés à notre approche de l'alphabétisation. L'idée qui voudrait que n'importe qui puisse faire un travail d'alphabétisation, en fait, ne tient pas. Les choses ne cessent de se complexifier. Il faut pour cela comprendre la nature de l'apprentissage, de la lecture et de l'écriture, les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les apprenants, mais également toutes ces problématiques liées donc au monde qui nous entoure, au changement climatique, etc., etc. Donc, pour ce qui est de la formation des adultes ou de l'éducation des adultes, et de ceux qui travaillent dans ce domaine, il est absolument essentiel qu'ils soient dotés d'une bonne formation de base ou initiale et qu'ils puissent bénéficier également d'une formation continue leur permettant de rester au fait des toutes dernières informations, mais également afin qu'ils puissent échanger avec d'autres, évoquer différentes idées, différents points de vue, car certes, on apprend énormément pendant des formations, mais les discussions, les échanges d'idées ont aussi un rôle très important. Et je voulais également souligner que l'alphabétisation, bien sûr, doit faire l'objet d'une participation par la société civile, mais en dernier recours, la responsabilité en termes d'organisation, de financement et de mise en œuvre de politiques nationales incombe bel et bien au gouvernement, aux autorités nationales. Et l'alphabétisation n'est qu'un des aspects du droit à l'éducation, certes, mais c'est un élément très important de ce droit. Nous devons donc veiller à ce que les acteurs de l'alphabétisation soient bien formés, bien financés, bénéficient de bonnes conditions de travail avec le soutien des gouvernements. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous sur la base de mon expérience au Brésil, mais également dans d'autres pays d'Amérique latine. Et je crois que plus largement, à travers le monde, on ne peut plus se contenter de considérer que l'alphabétisation peut s'appuyer sur des campagnes à court terme qui feraient soi-disant évoluer les choses et permettre à chacun et à chacune de bénéficier de Thank you so meilleures much. A lot of conditions de powerful ressources. messages.
Merci beaucoup, beaucoup de messages très puissants. Alors, je pense que l'on arrive à la fin de notre webinaire. J'espère que vous avez apprécié nos discussions. Alors, avant de clore, permettez-moi peut-être de vous rappeler que ce dialogue s'inclut dans une discussion plus générale qui aujourd'hui se focalise moins sur les enseignants dans l'éducation formelle et se focalise plus sur les éducateurs de l'éducation tout au long de la vie. Vous vous souvenez peut-être que l'UNESCO a organisé une réunion au Chili qui a été l'occasion de lancer un appel pour investir dans la formation des éducateurs professionnels. Et d'un point de vue de l'éducation des adultes, ce consensus de Santiago appuie nos efforts et reconnaît l'obligation qui est faite aux États de protéger l'éducation et les éducateurs, et la déclaration indique clairement que ce devoir euh, euh, couvre toute l'éducation, depuis l'éducation de base jusqu'à l'éducation tout au long de la vie, avec une nécessité de reconnaître les éducateurs et éducatrices dans tous les domaines de l'apprentissage, y compris l'éducation des adultes. La 33e Assemblée générale de l'UNESCO se tient actuellement à Samarcande, et l'enseignement et les enseignants sont un des sujets clés de la discussion. Et donc, sur la base de la recommandation du panel de haut niveau du secrétaire général de l'UNESCO sur l'éducation supérieure, il a été décidé de passer en revue les instruments normatifs pour les enseignants en prenant en compte le principe de l'éducation tout au long de la vie. Et donc, il y a également la recommandation avec l'OIT des années 60 et 70 qui sous-tendent le cadre normatif pour les enseignants de l'éducation continue, et donc sur lesquels on doit s'appuyer pour l'avenir. Et donc, sur la base des autres instruments et plateformes, tels que la recommandation de 2015, le cadre d'action de Marrakech, eh bien, nous pensons que l'impact sur le terrain sera renforcé. Mais ces changements au niveau mondial sont encore étrangers à la réalité sur le terrain des apprenants comme des enseignants, des éducateurs. Donc, reste encore beaucoup de choses à faire, mais il est intéressant de voir l'évolution des réponses au Brésil qui illustre cette prise de conscience. Alors, les éducateurs, pour créer des sociétés plus justes, durables et inclusives, ont un rôle essentiel à jouer, et nous devons faire le lien entre l'enseignement, la recherche, les pratiques de l'éducation toute la vie, l'éducation formelle et informelle ou non formelle, connecter donc tout cela avec l'alphabétisation des adultes, l'éducation à l'environnement, travailler avec les différentes parties prenantes, les autorités nationales, les autres organisations et entités responsables, et les partenaires de la société civile, les chercheurs, le secteur privé, les communautés, et des initiatives au niveau mondial, local et national. Alors, j'espère que ce webinaire a contribué à cet effort de créer des liens grâce à l'apprentissage par les pairs et les dialogues. Alors, merci à nos intervenants et intervenantes pour leur participation aujourd'hui, d'avoir partagé avec nous leurs connaissances, et merci à vous tous et toutes qui avez participé à cette session. Merci Maré. On aurait souhaité pouvoir continuer la discussion
discussion, mais malheureusement, notre webinaire arrive à son terme. J'aimerais remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes, nos partenaires au siège de l'UNESCO et notre co-organisateur Aspect et l'ensemble des personnes qui ont participé à la discussion. Il y a de nombreuses questions dans le chat. Donc, si vous avez des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email et vous retrouverez l'enregistrement sur YouTube et les présentations pourront vous être envoyées si vous les demandez auprès du secrétariat. Donc, une fois de plus, merci beaucoup. Nous concluons la série de webinaires thématiques du GAL aujourd'hui et il y aura une nouvelle série l'année prochaine sur de nouveaux sujets. Donc, n'hésitez pas à rester en contact. N'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs pour nous faire part des sujets qui vous intéresseraient pour que le GAL organise un webinaire à ce sujet. Nous pouvons également inviter des pays en dehors du GAL pour participer. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.